Est-ce que l'épuisement parental peut être dû à l'éducation bienveillante? Vaste sujet que je vais essayer de vous développer aujourd'hui. On observe, moi et des professionnels de santé notamment avec qui j'ai pu discuter, on observe de plus en plus de cas d'épuisement parental. Des mamans notamment, c'est surtout les mamans, qui sont un petit peu à bout, dépassées par tout ce qu'elles ont à gérer. La semaine dernière, j'ai discuté avec un médecin qui me disait que dans sa patientèle, il observait de plus en plus de mamans dépassées et à bout et épuisées. Et donc, est-ce que ça peut être lié à l'éducation bienveillante qu'on prône aujourd'hui? Je pense que si vous vous intéressez un tout petit peu à la parentalité, vous n'avez pas pu passer à côté de l'éducation positive, l'éducation bienveillante. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi on pourrait faire le lien avec l'épuisement parental? Eh bien, je vais essayer de vous détailler mon point de vue. Je vais aussi m'appuyer sur le rapport des 1000 premiers jours pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose qui est déjà observé par les professionnels. Et je vais vous apporter mes éléments de réponse de mon point de vue d'orthophoniste, de mon point de vue de formatrice, parce que j'ai l'habitude de côtoyer régulièrement des professionnels de la petite enfance, donc j'échange beaucoup. Et je vais vous donner aussi mon avis de mon point de vue de maman. Alors déjà, le rapport des 1000 premiers jours nous indique ceci. Une attention particulière doit être accordée au repérage des signes d'épuisement parental de la part des parents et des professionnels. En effet, l'épuisement parental a des effets importants sur la qualité de la relation à l'enfant et donc sur son développement. Il multiplie par 10 les risques de négligence et de maltraitance. Donc ça veut bien dire que l'épuisement parental, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui peut être totalement délétère, bien évidemment pour les parents qui sont en épuisement, mais aussi pour l'enfant, parce qu'il y a plus de risques de négligence et de maltraitance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en considération. Alors l'éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà entendu parler, je ne vais pas vous détailler tous les points de l'éducation bienveillante. Mais globalement, l'éducation bienveillante, c'est le fait de prendre l'enfant en considération et de le considérer comme un être humain à part entière et pas juste comme une petite chose qui pleure et qui nous embête et donc il faut faire taire et qu'on doit laisser de côté. Comme ça a pu éventuellement être le cas à une certaine époque. Aujourd'hui, on se dit que l'enfant, et à juste titre, que l'enfant est un être humain et a des besoins et a des émotions, et donc on doit les prendre en considération, on doit interagir avec lui, on doit le considérer comme quelqu'un qui pense, qui agit, et donc être vraiment dans une relation presque d'égal à égal avec l'enfant. On doit bien évidemment éviter tout ce qui est violence verbale, évidemment, pas d'insultes, pas de violence dans les mots, et pas de violence physique surtout. Donc tout comme on ne tape pas une femme ou un homme, eh bien on ne tape pas un enfant. On respecte l'enfant, on le considère plus comme quelque chose à dresser, comme un animal, mais voilà, comme un petit être en développement qu'on doit accompagner et donc à qui il faut expliquer les choses, poser les limites mais en lui expliquant et donc l'accompagner dans son développement. Et donc l'éducation bienveillante, évidemment, c'est une bonne chose parce que c'est important, c'est nos enfants, c'est les futurs adultes de demain, donc c'est vraiment important de les considérer et de les estimer et de les accompagner sur le chemin de leur développement. En revanche, et c'est pour moi ce qui pose problème aujourd'hui, on a énormément de dérives par rapport à cette éducation bienveillante. Avec les réseaux sociaux, on a énormément d'injonctions qui sont venues s'ajouter à ça. C'est-à-dire que non seulement on doit mettre en place l'éducation bienveillante, enfin en tout cas on doit essayer d'être bienveillant avec les enfants, mais en plus on a tout un tas d'ordres, d'injonctions qui viennent s'ajouter à ça, qui sont pas de l'éducation bienveillante, qui sont encore au-dessus en fait, qui sont des contraintes qui sont ajoutées. Par exemple,
On nous dit qu'il faut absolument jamais laisser pleurer un bébé parce que quand il pleure, il émet du cortisol et donc le cortisol va détruire son cerveau. Alors, ça peut être vrai à forte dose quand il pleure pendant des heures, mais si vous laissez pleurer votre bébé 10 minutes parce que vous êtes en train de prendre une douche, c'est pas grave en fait. Et c'est là en fait qu'on atteint un petit peu les limites de l'éducation bienveillante, c'est-à-dire oui, on évite de le laisser pleurer et s'il pleure, ben voilà, on s'en occupe, on le prend dans les bras, on cherche à savoir ce qui va pas. Mais si jamais on doit le laisser pleurer, bah c'est pas grave. Si il pleure 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas la fin du monde. Évidemment qu'au bout d'un moment, on va le prendre dans les bras, mais il faut pas non plus se sentir esclave tout le temps et donc absolument plus le laisser pleurer. Mais ça, c'est valable avec tout, tout est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que eh ben, il va falloir absolument, si vous écoutez, je veux dire, si vous écoutez les gourous de l'éducation bienveillante poussée à l'extrême, ben, il faut absolument que vous portiez votre bébé en écharpe. Et attention, ça doit être physiologique, donc vous devez faire un atelier pour ça. Et il faut absolument que vous fassiez de la DME avec votre enfant parce que, donc DME, c'est la diversification menée par l'enfant. C'est quand on laisse l'enfant manger des morceaux. Dès 6 mois, on le laisse faire et il s'alimente avec des morceaux. Donc, il faut absolument faire la DME, donc il faut faire un atelier pour ça. Il faut absolument pratiquer les signes pour bébé parce qu'il faut absolument qu'on puisse le comprendre le plus vite possible et donc on doit faire un atelier pour apprendre des signes pour signer avec son bébé, même si ça vous paraît pas naturel. Voilà, c'est un petit peu l'injonction qui est envoyée par les réseaux sociaux. Il faut absolument des jouets Montessori parce que c'est le mieux et c'est ce qu'il lui faut pour se développer, donc il faut absolument des jouets Montessori, il faut absolument respecter son rythme et pas le forcer, il faut absolument pas mettre l'enfant dans un transat parce que on va altérer sa motricité, il faut absolument pas lui donner des ordres en utilisant des formes négatives, mais il faudrait absolument lui donner des formes positives, oui, en lui disant plutôt que de dire ne cours pas, il faut lui dire marche lentement, il faut absolument pas le féliciter quand il fait un dessin, faut pas lui dire que le dessin est beau parce qu'en fait il doit être content pour lui-même et donc si on lui dit qu'il est beau, il va faire des dessins pour nous et puis pour lui-même et du coup il va toujours rechercher notre approbation. Il faut pas leur imposer de dire des mots de politesse parce que comme ils comprennent pas ce que ça veut dire, eh bien il vaut mieux ne rien leur demander parce que de toute façon ils mettent pas de sens dessus. Il faut absolument pas les mettre devant un écran parce que ça va détruire leur cerveau. Il faut absolument pas. Enfin, en fait, la liste, elle est interminable, la liste des injonctions. Et elle est terrible parce que du coup, les parents les prennent comme des vérités, alors que pour les 3/4 des points que je viens d'énoncer, il n'y a absolument rien qui est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que en fait, si vous faites ni DME, ni signe, ni portage, ni Montessori, ni attention à tout ce que vous lui dites et tout ce que vous lui proposez, et ben en fait, il sera pas plus bête qu'un autre et il va pas se développer moins bien qu'un autre. Donc c'est là qu'on est dans les dérives de la parentalité bienveillante, c'est que toutes ces injonctions à côté, en fait, sont perçues par les parents comme des obligations. Et donc, il y a une pression énorme. Il faudrait limite un diplôme pour devenir parent, quoi. Je veux dire, un diplôme où on apprendrait le portage, les signes, la DME. Et c'est terrible, en fait, pour les parents. C'est violent, en fait. C'est violent parce que, qu'est-ce qu'ils se disent, les parents? Ils se disent, mais si je ne le fais pas, je suis un mauvais parent, je suis une mauvaise maman si je fais pas ces ateliers-là et si je propose pas les signes à mon enfant, je suis une mauvaise maman. Et donc, mon enfant va pas bien grandir et puis qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis en fait, je veux être une bonne maman, donc je vais payer pour ces ateliers. Et je vais faire des choses pour le développement de mon enfant, absolument, alors que j'en ai pas forcément envie, mais voilà, je vais le faire parce qu'on me dit de le faire. Et donc pour moi, elles sont là les limites de la parentalité bienveillante, c'est-à-dire que oui, on prend l'enfant en considération, mais on n'est pas obligé de faire tourner notre vie entière autour du développement de l'enfant et donc faire absolument tout pour le développement de l'enfant. On fait à notre niveau et en fait, c'est déjà très bien. Et surtout, c'est ça que vous devez retenir, c'est ne vous mettez pas de pression parce que même si vous faites pas tout ça, en fait, il y a plein d'enfants avec qui on fait rien de tout ça et qui vont très bien. Donc si vous avez envie
de faire du portage, de faire des signes, de faire du Montessori ou des choses comme ça, ok. Mais si vous n'avez pas envie, ne le faites pas et votre enfant ira quand même très bien. L'essentiel, c'est de rester le plus possible dans cette parentalité bienveillante. Mais un autre bémol que je voudrais mettre aussi, la parentalité bienveillante, ce n'est pas laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut sans lui poser de limites. La parentalité bienveillante, attention, c'est prendre l'enfant en considération, mais dans les limites que vous fixez. C'est-à-dire que c'est vous qui mettez les limites et l'enfant évolue et vous l'accompagnez. Mais je pense vraiment que c'est important et c'est là où il y a un problème aussi, c'est comment définir les limites. Les limites, elles ne sont pas les mêmes selon chaque parent, en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'en fiche que mes filles aillent dehors et aillent se salir. Et des fois, elles rentrent, elles sont super sales et moi, ça me dérange pas. Voilà, je mets les vêtements à la machine à laver, on prend une douche et tout va bien. En revanche, il y a des parents qui ont cette limite-là, qui disent non, moi je ne veux pas que mon enfant se salisse, ou en tout cas très peu, et donc voilà, je vais faire attention et je vais lui expliquer. Et vous posez les limites. Ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu entre ce que vous pouvez laisser faire à votre enfant, parce qu'il ne faut pas non plus tout lui interdire, mais il ne faut pas non plus tout lui permettre. Donc il faut trouver un juste milieu. Et l'éducation bienveillante, elle a toute sa place ici, parce que c'est accompagner l'enfant dans son développement selon les limites qu'on lui pose. J'aime beaucoup le travail que fait Héloïse Junier. Héloïse Junier, elle est psychologue. Elle a écrit plusieurs livres sur le développement de l'enfant, à destination des parents, à destination des professionnels de la petite enfance. Et ces livres sont vraiment une mine d'or et moi je vous les recommande tous. Dans un de ses livres, la question est posée, est-ce qu'on laisse les enfants monter sur les tables ? Notamment en lieu d'accueil, en crèche par exemple, est-ce qu'on laisse les enfants monter sur les tables ? Et sa réponse à elle, c'est de dire oui, on peut laisser les enfants monter sur les tables parce qu'un enfant a besoin d'explorer, de découvrir son corps et de découvrir ses capacités physiques. Et donc, s'il ressent le besoin de monter sur la table, eh bien, on peut le laisser faire l'expérience de monter sur la table et donc on peut l'autoriser à le faire. Et bien, vous voyez, c'est là où justement je vous dis qu'il faut poser des limites, c'est-à-dire que moi, en tant que maman, mais même en tant que professionnelle, pour moi, un enfant ne doit pas monter sur une table. C'est-à-dire que moi, je ne laisserai pas les enfants monter sur une table. Dans mon cadre privé et dans mon cadre professionnel, pour moi, c'est non. Et pourtant, je travaille en cabinet d'orthophonie, je laisse les enfants faire énormément de choses. Par exemple, j'ai un bac de coquillettes et des fois, il y a des coquillettes dans tout mon bureau. J'ai un espalier où les enfants peuvent monter, peuvent s'accrocher. Enfin voilà, je laisse les enfants qui viennent dans mon bureau faire énormément de choses quand ça s'y prête. Voilà. Mais jamais je ne laisserai un enfant monter sur la table parce que pour moi, la limite, elle est là. Et donc, vous voyez, Héloïse Junier, elle dit qu'on peut laisser les enfants monter sur les tables. Donc, chacun et chacune verra la limite différemment selon son vécu, selon ses propres émotions, selon ses propres règles. Et du coup, c'est à chacun de fixer les limites. Mais surtout, ne vous dites pas que l'éducation bienveillante, ce n'est pas fixer des limites parce que c'est un danger en fait. Et c'est sûrement un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. On retrouve des parents qui, en ne voulant pas poser trop de limites à leur enfant et pas assez de cadre, se laissent dépasser parce que finalement les enfants se retrouvent à faire tout et n'importe quoi, sous couvert de « c'est de l'éducation positive et bienveillante, on le laisse faire tout ce qu'il veut ». Non, surtout pas, en fait. Et donc, il faut vraiment y faire attention. Et pour en revenir au rapport des 1000 premiers jours, un petit peu plus loin, le rapport nous dit ceci. Il s'agit donc de former les professionnels intervenant auprès des mères au repérage des signes d'épuisement et à des interventions permettant de diminuer le stress parental, notamment celui lié au perfectionnisme parental. Il convient ainsi d'être particulièrement attentif à la manière dont est proposé l'accompagnement des parents pour ne pas augmenter la pression que les parents ressentent déjà en raison des multiples responsabilités qui leur incombent. Donc ça rejoint
Tout ce que je viens de vous dire, voilà, les parents sont submergés par les contraintes, les responsabilités, les injonctions. Et donc, l'objectif quand on accompagne les parents, c'est de faire diminuer ce stress-là en disant si vous ne faites pas de DME, c'est pas grave en fait, votre enfant il va quand même aller bien et donc détendez-vous. Mais ça, donc, c'est le rapport des 1000 premiers jours. C'est pour les professionnels de la petite enfance ou les professionnels qui accompagnent des parents. Mais sur les réseaux sociaux, qui est-ce que vous trouvez? Vous trouvez les grands comptes. C'est souvent des parents, en fait. Enfin, c'est souvent des personnes lambda. C'est très rarement des professionnels de la petite enfance. Sur les mamans qui racontent leur vie, voilà, sur Instagram. C'est souvent des mamans qui ne sont pas professionnelles de la petite enfance. Et c'est même encore souvent des mamans qui ont des programmes à vendre. Donc, ils vont jouer justement sur ce stress parental. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, en fait, les mamans qui consomment du contenu, qui vont voir les comptes sur les réseaux sociaux, elles sont manipulées finalement parce que les grands comptes vous font croire qu'il faut absolument faire des signes à votre bébé pour qu'il se développe bien, pour qu'il parle, qu'il faut absolument, j'en sais rien, même lui apprendre à lire avant l'école ou à la place de l'école. Et souvent, ces mamans qui font ça, qu'est-ce qu'elles font? Donc, elles jouent sur votre stress, en vous disant vous serez sûrement pas d'assez bons parents. Et puis qu'est-ce qu'elles font ensuite? Elles disent mais regardez, j'ai un programme qui vous vend, j'ai un programme à vous vendre pour apprendre ce que vous savez pas faire. Donc achetez mon programme. Et voilà. Et finalement c'est comme ça que ça marche. Ces mamans-là, elles vous prônent des choses à faire qui sont parfaites. Elles vous prônent leur vie de maman parfaite et elles vous vendent le programme qui va avec pour que vous l'achetiez, pour que vous aussi vous soyez une maman parfaite. Donc elle joue sur votre stress et en plus elle vous pompe votre fric. Et voilà. Et ça c'est terrible en fait. Et la plupart du temps, comme je vous dis, c'est pas toujours des professionnels et donc méfiez-vous parce que en théorie, vous n'avez pas besoin de programme pour être parent, quoi. Je veux dire, vous faites avec votre sensibilité et vous accompagnez votre enfant et vous, voilà, intéressez-vous à ce que vous voulez faire, mais ne vous sentez pas obligé de tout faire, c'est très important. Voilà, et je terminerai en vous disant, surtout, prenez soin de vous, écoutez-vous aussi. On nous demande aujourd'hui énormément de faire attention aux besoins de notre enfant, prendre en compte notre enfant, mais c'est aussi extrêmement important quand vous êtes maman, de faire attention à vous, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de lâcher prise. Lâchez prise, confiez votre enfant à d'autres personnes, faites confiance aux personnes qui s'occupent de votre enfant parce que la plupart du temps, les personnes veulent du bien à votre enfant. Donc faites confiance aux personnes, faites confiance aux professionnels qui vous accompagnent. C'est pareil, je trouve qu'avec avec les réseaux sociaux, on a un peu une espèce de défiance des professionnels, défiance des médecins qui donnent pas les bons produits, qui accompagnent pas bien, qui n'y connaissent rien, sur plein de domaines. Il y a une défiance aussi dans l'éducation nationale parce que, soi-disant, les enseignants sont pas bons, l'éducation nationale a des problèmes. Alors, voilà, le système est ce qu'il est, mais la plupart du temps, les personnes en face de vous, les professionnels, c'est des êtres humains et ils sont à votre écoute. Et moi, j'ai rencontré énormément de super professionnels de santé, en fait, qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à aider, et énormément d'enseignants qui maîtrisent super bien leur boulot et qui sont là pour les enfants. Et donc, faites confiance aux professionnels que vous rencontrez. Et il vaut mieux faire confiance aux professionnels que vous avez avec vous plutôt que de faire confiance aux mamans des réseaux sociaux qui sont là pour vous vendre des programmes en fait et qui ont la plupart du temps aucune formation spécifique. Voilà, faites confiance aux professionnels, écoutez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est très important. Prenez soin de vous parce que si vous ne le faites pas, à un moment, vous verrez, vous allez être submergé ou alors vous allez mal le vivre. Donc faites attention, faites attention. De mon expérience personnelle, je pense que il y a des choses que j'ai mal faites. Pourtant, j'étais professionnelle, spécialisée entre guillemets dans le développement de l'enfant. Je pense qu'il y a des choses que j'ai mal faites parce que j'ai voulu un peu tout faire à ma façon sans écouter les gens autour de moi. Et je me suis, je pense, trop sacrifiée et trop oubliée dans ma période de maternité. Donc,
Voilà, c'est mon expérience, c'est ce que c'est. Aujourd'hui, je ne referai sûrement pas la même chose, mais parce que j'ai le recul, mes filles ont grandi, elles ont 4 ans et 6 ans, donc j'ai un petit peu de recul sur le monde de la petite enfance et sur ma maternité dans les premières années. Il y a des choses que je ne referai pas pareil aujourd'hui et je pense que j'ai été un petit peu prisonnière de toutes ces injonctions. Il y a des choses que j'ai faites et voilà, que je ne referai plus. J'écouterai probablement plus les conseils de mon entourage et je me sacrifierai sûrement moins parce que voilà, j'ai le sentiment que moi, personnellement, je me suis beaucoup sacrifiée et je le regrette pas, mais voilà, aujourd'hui, je le ferai différemment et je pense que je serai sûrement peut-être plus épanouie de le faire différemment. Voilà, ça s'est fait, c'était bien, je ne regrette pas, mais voilà. Faites attention à vous, prenez soin de vous. L'éducation bienveillante, c'est ok, mais ne tombez pas dans les extrêmes. C'est vraiment pas une bonne chose et ça ne vous rendra pas service. Voilà. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels de santé, à vos professionnels de santé ou professionnels de la petite enfance. Si vous avez des questions, si vous avez besoin, je vous le dis, la plupart des gens sont très ouverts et seront extrêmement ravis de pouvoir vous aider et vous accompagner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ces conseils vous ont aidé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt.